Après les guerres napoléoniennes du 19e siècle, l'Empire britannique entre dans une phase d'expansion. Des terres éparpillées aux quatre coins du monde. Il devient alors un empire tellement vaste que le soleil ne s'y couche jamais. De la même manière, en musique, on a une œuvre tellement populaire qu'elle commence à être jouée toutes les 10 minutes, sachant qu'elle en dure 15. Au moment où tu regardes cette vidéo, elle est en train d'être jouée. Pourtant, elle a bien failli ne jamais exister. Elle a été au cœur de tout type de scandale. Alors comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Laisse-moi te raconter l'histoire du boléro de Ravel. Tout commence avec elle, Ida Rubinstein. C'est une danseuse qui a l'habitude de commander des œuvres. Et cette fois, elle a besoin d'un ballet à caractère espagnol. Pour ça, elle demande à Maurice Ravel, un compositeur déjà très populaire. Ravel et Rubinstein se mettent d'accord pour qu'il orchestre les œuvres d'un géant de la musique espagnole, Albéniz, et plus particulièrement son œuvre Iberia. Surtout que Ravel excelle dans l'orchestration. Le temps passe, Ravel avance sur son ballet, il a bientôt fini. Et il apprend, en discutant avec son ami Joaquim Nin, que les œuvres de Albéniz ont été entièrement léguées à son disciple Arbós. Pour comprendre ça, il faut savoir que quand un compositeur crée une œuvre, il en devient naturellement l'auteur. Ça lui donne le droit de s'opposer à l'utilisation de son œuvre, et l'argent généré lui est en partie reversé. Ce qui veut dire que le disciple Arbós est la seule personne à pouvoir utiliser la musique de Albéniz. Ravel est obligé d'abandonner. Cette histoire, par on ne sait quel moyen, est tombée dans l'oreille du disciple Arbós. Et en l'apprenant, il était prêt à laisser gracieusement les droits d'auteur. Je dis qu'il était prêt à parce que Ravel a refusé pour suivre une autre idée, celle d'avoir simplement une machine avec du rythme et de l'orchestre. On pourrait se dire que du rythme et de l'orchestre c'est très réducteur, mais quand on y regarde bien, le boléro c'est simplement un thème A, un thème B, du rythme et un crescendo. Le reste, c'est que de l'orchestration. Parce que c'est ça que Ravel voulait faire. Une sorte d'expérimentation, une structure minimale, pour laisser le plus de place à l'orchestre. Et c'est là qu'est né le boléro de Ravel. Mais il y a quelque chose qui me tracasse dedans. Ravel avait déjà fait une grande partie de son premier travail. Et quand on lui propose les droits d'auteur, il refuse, parce qu'il a déjà simplement changé d'idée. Ça me paraît un peu bizarre, non? En fait, dans une lettre qu'il a envoyée à une amie, on apprend qu'il était content de devoir abandonner. Il nous a fallu abandonner à ma grande satisfaction mais au désespoir d'Ida Rubinstein. C'est surtout parce qu'il avait envie de composer son boléro et force est de constater que c'était une très bonne idée. Partout où le boléro est joué, le public l'apprécie et tous les grands chefs d'orchestre s'en emparent. Pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il y a lui, Arturo Toscanini. C'est un des chefs les plus célèbres. Et en ce moment, il fait un carton avec le boléro. Mais il y a un petit problème. Ravel n'accepte pas vraiment les interprétations des autres. En musique, on travaille avec des partitions, qui n'est pas grand chose d'autre qu'un bout de papier avec des informations. Mais selon la vision qu'on en a de la musique, les interprétations peuvent être bien différentes. En temps normal, c'est pas un souci. La musique est faite de vibrations. La seule trace qui nous reste, ce sont des partitions. On n'a pas le compositeur pour nous dire si c'est bon. Mais là, c'est différent. Il n'y a pas du tout le même contexte. Ravel est venu écouter son bébé joué par le grand Arturo Toscanini et il en est très déçu. Toscanini joue son œuvre trop vite, trop expressive, trop dramatique. Sauf que c'est tout sauf le boléro de Ravel, ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était une machine où il n'y a pas de musique, juste de l'orchestre. Et Toscanini, en entendant ça, il ira jusqu'à dire à Ravel: vous ne comprenez rien à votre musique. Elle sera sans effet si je ne la joue pas à ma manière. Mais Ravel, étant très contrarié, lui répondra: alors ne la jouez pas. Rien que ça. Cette petite querelle circulera beaucoup chez les musiciens. Et certains chefs d'orchestre, dont Philippe Gaubert, laisseront la baguette à Ravel quand le boléro sera au programme. Pour le coup, je pense que si ça avait été n'importe laquelle de ses œuvres, Ravel aurait été beaucoup plus compréhensif. Parce qu'il l'a dit lui-même, c'est la seule œuvre où il avait réussi le défi qu'il s'était fixé. Il en parle aussi comme de son seul chef-d'œuvre. Et pour moi, ça explique pourquoi il était aussi dur avec les autres interprétations. Mais cette histoire n'est pas le seul scandale. Il y en a un qui est pour le moins surprenant. Maintenant que tu le sais, le boléro est né dans les problèmes de droits d'auteur. Et ce scandale, il y replonge la tête la première. Tu sais peut-être que certaines musiques sont soumises à des droits d'auteur, comme l'était Iberia de Albéniz, mais d'autres non. Pourquoi? En fait, les droits d'auteur durent 70 ans après la mort de l'auteur. Ce qui veut dire que pendant ces 70 ans, une partie de l'argent généré par l'œuvre est reversée à ceux qui détiennent les droits. Ça peut être un héritier ou un disciple. Et cet argent-là, elle intéresse du monde. Après cette période de 70 ans, l'œuvre tombe dans le domaine public. Et on peut en faire ce qu'on veut. Bon, les droits d'auteur du boléro ont duré un peu plus de 70 ans. Mais ça, c'est en raison des 2 guerres mondiales qu'il y a eu. Ce qui veut dire que l'œuvre est censée tomber dans le domaine public le 1er mai 2016. Mais il y en a qui réclament leur part. En avançant leur
l'argument que, vu que c'est un ballet, le chorégraphe et le décorateur devraient avoir le droit d'être co-auteurs. Si on les reconnaît en tant que tels, les droits d'auteur tiendront plus longtemps et les héritiers toucheront leur part. Est-ce qu'ils auront leur argent? Eh bien non, le tribunal a tranché. Si Ravel les avait vraiment considérés comme co-auteurs, on en aurait une trace écrite. Donc non, réclamer les droits d'auteur, c'est pas une bonne idée pour la richesse. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression que cette œuvre est au milieu de toutes les petites querelles. J'imagine que c'est la rançon de la gloire. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il a autant de succès ce boléro? Pour le comprendre, selon moi, il faut chercher au fond ce que l'art de Ravel. Ce qui pose le plus les bases, c'est son objectif de perfection technique. Que dis-je, son obsession. Pour lui, la musique est un travail d'orfèvre, de la technique au service de la beauté sonore. Ce qui est intéressant, c'est qu'il veut de la sensibilité mais modérée, une forme d'élégance, de sobriété, de pureté. En fait, c'est loin d'être surprenant parce que Ravel est un compositeur moderne, qui veut dire que la période juste avant, c'était celle du romantisme, ce qui veut dire beaucoup de sentiments débordants et intenses. Et Ravel, il arrive dans une période où on en a un peu marre de tout ça. Alors un peu de sobriété, ça fait pas de mal. En fait, le mouvement artistique dont je viens de parler, le romantisme, il rompait justement avec le classicisme, qu'on jugeait trop sobre. Et Ravel, justement, il renoue avec le classicisme. L'une des caractéristiques les plus marquantes, ce sont les formes. On avait les sonates, les valses, les symphonies, et dedans, il y a vraiment un souci d'équilibre à l'intérieur, on fait pas ce qu'on veut. Dans le romantisme, en soi, on a toujours ces formes, mais c'est tellement plus libre. Ce qui compte avant tout, c'est surtout l'expression. Mais Ravel, il est pas né en 1700, lui, il est né en 1875. Et de l'eau a coulé sous les ponts, et plein de nouvelles choses ont été dites. Et on peut dire que Ravel s'en est beaucoup nourri, avec des inspirations comme le romantisme dont on parlait tout à l'heure, mais aussi avec le jazz, les musiques espagnoles, l'école russe et évidemment le classicisme. Mais bon, bien sûr, il y en aurait beaucoup d'autres à citer. Mais ce qui m'intéresse là, c'est une œuvre en particulier, le Tombeau de Couperin. Il commence à écrire cette œuvre pendant la Première Guerre mondiale, une guerre à laquelle il voulait participer mais qu'on a refusé parce qu'il était trop léger. Bah oui, il pesait que 48 kilos à l'époque. Cette œuvre, en plus de s'adresser à Couperin, en fait, elle s'adresse aussi à tous ses amis morts au combat, et en fait aussi à la musique française, ce qui nous rend cette œuvre sublime. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle s'appelle le Tombeau de Couperin. Bien sûr, c'est une référence au compositeur baroque François Couperin, mais il dédicace chaque danse à un de ses amis. À ce moment-là, il vit une période très difficile. Pourtant, on est loin de la plainte, de la souffrance, le tout reste très élégant. C'est ça qui est marquant, toute cette sobriété. Et si on rajoute à ça son orchestration de génie, parce que oui, il a l'art de maîtriser les instruments. Mais là où il a gagné son titre d'orchestrateur de génie, c'est avec les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Ce compositeur a écrit une œuvre pour piano qui nous emmène à une galerie d'exposition. Et cette œuvre ne commence pas avec un tableau, elle commence avec une promenade. Parce que oui, dans une exposition, il faut marcher avant de pouvoir regarder la première œuvre. Je trouve ça complètement fou. Mais écoute cette promenade comme le voulait Moussorgsky. Et donc ça, c'est le matériel que Ravel avait. Et voilà ce qu'il en a fait. C'est absolument magnifique, mais je vais pas avoir le temps de t'expliquer tous ces tableaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Ravel, pour chaque tableau, il choisit sa palette de sons. Il peint de la musique. Et quand certains passages ne lui conviennent pas, il fait passer son orchestre avant tout. Ce qui en fait la deuxième pierre de l'art de Ravel, l'orchestration. Mais avant de voir le dernier pilier de l'art de Ravel, si la vidéo te plaît, abonne-toi. Donc cette dernière pierre, c'est tout simplement son amour pour le mécanisme, de la technique. Mais ça, tu le savais déjà. On le retrouve parfaitement bien dans le boléro de Ravel.